Là où un soldat russe pose le pied, c'est une terre qui appartient à la Russie. La déclaration n'est pas très surprenante de la bouche de Vladimir Poutine, c'était le 20 juin quand il a déclaré que toute l'Ukraine appartenait à la Russie, mais c'est quand même une affirmation ambitieuse et le ton est beaucoup plus marqué que les déclarations de Vladimir Poutine ces derniers mois. Voilà qui montre que la page des négociations ouverte par Donald Trump est tout à fait tournée et que le Kremlin entend bien tirer profit du fait que la Maison-Blanche ne dissimule pas son scepticisme vis-à-vis du soutien à l'Ukraine et que de toutes les manières, elle est occupée ailleurs à bombarder les installations d'enrichissement nucléaire en Iran. Et c'est vrai que tout cela fait que pour l'Ukraine, la séquence diplomatique est particulièrement compliquée. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où l'on constate encore une fois les motivations profondes du Kremlin dans son agression de l'Ukraine. Je sais que tous les regards sont portés aujourd'hui vers l'Iran après les frappes américaines et l'entrée en guerre de facto des États-Unis. C'est la première guerre lancée par Donald Trump, lui qui se voulait être le pacificateur, celui qui finirait les guerres. Évidemment, il est trop tôt pour juger, mais la situation est quand même particulièrement instable et rien ne dit que ce conflit peut se terminer dans un futur proche, quand bien au contraire, il peut non seulement durer, mais en plus de ça, entraîner d'autres acteurs, comme les Houthis au Yémen, ou même comme la Russie qui avait signé il n'y a pas si longtemps que ça un partenariat stratégique avec l'Iran et qui pourrait trouver des moyens asymétriques pour soutenir son allié. En tous les cas, cette guerre au Moyen-Orient illustre parfaitement que Donald Trump ne se soucie plus du tout de l'invasion russe de l'Ukraine, ce qui donne au Kremlin les coups des franches pour poursuivre sa guerre. La Russie est évidemment gênée par l'affaiblissement de son allié iranien, mais comme l'essentiel de ses ressources était de toutes les manières déjà mobilisé en Ukraine, que l'apport technique et militaire iranien n'était pas du tout comparable à celui de la Corée du Nord, et que les Russes ont acquis la licence de production des drones Shahed et que maintenant ça se fait à grande échelle sur leur propre territoire, le Kremlin ne va pas être embêté dans un premier temps par l'affaiblissement de l'Iran. Et ici on peut dire que tout ce qui affaiblit l'Iran est une bonne nouvelle pour l'Ukraine, mais n'a pas forcément un impact négatif direct sur la Russie. Et donc face à des Américains qui sont en même temps distraits par cette situation au Moyen-Orient et de toutes les manières désengagés du dossier ukrainien, Vladimir Poutine a les coups des franches pour continuer à faire ce qu'il n'a pas arrêté de faire depuis 2022, c'est-à-dire poursuivre ses opérations militaires sur le terrain, évidemment, poursuivre ses frappes aériennes contre des cibles en Ukraine. Dans la nuit du 21 au 22 juin, c'était sur plusieurs villes et on dénombre au moins 4 morts et une quinzaine de blessés. Aujourd'hui, 22 juin, c'était sur un camp d'entraînement militaire et là, on dénombre au moins 3 morts et une quinzaine de blessés. Et Vladimir Poutine aussi continue à formuler ses exigences maximalistes. Et donc ça, c'était le 20 juin au Forum économique de Saint-Pétersbourg. Il a rappelé une de ses thèses favorites, que les Ukrainiens et les Russes, et aussi les Bélarusses, mais là il les a pas mentionnés, ne sont qu'un seul et même peuple, et que à ce titre, toute l'Ukraine appartient à la Russie. On pourrait noter que ça pourrait être l'inverse à ce titre-là, toute la Russie pourrait appartenir à l'Ukraine, mais évidemment, dans la bouche du dirigeant du Kremlin, ça va dans un sens. Et ça rejoint tout ce que Vladimir Poutine assène depuis déjà des décennies, et qui s'est illustré ces dernières années par un long essai de réécriture historique publié en été 2021, ou encore dans ses discours fleuves du 21 février et du 24 février 2022, quand il a instrumentalisé l'histoire pour prétendre que l'Ukraine n'avait été créée que par Lénine et que l'État ukrainien n'était ainsi qu'une construction artificielle soutenue à la fois par des néo-nazis et par les Occidentaux. Ce qui est évidemment tout à fait faux. Et on sait aussi que ces longues diatribes historicisantes, si on peut dire, sont ressortis à chaque fois qu'un dirigeant ou un représentant étranger le rencontre. Là dernièrement, ça a fait un sacré effet sur Steve Witkoff, l'envoyé spécial de la Maison-Blanche pour la Russie, le Moyen-Orient et l'Ukraine, qui s'est mis, après ses rencontres avec Vladimir Poutine, à ressortir beaucoup d'éléments de langage du Kremlin. Cette revendication sur l'ensemble de l'Ukraine, comme je l'ai dit, elle n'est pas nouvelle, et elle est cohérente avec la vision globale du Kremlin. Est-ce qu'elle passerait par une conquête territoriale brute? Ça n'est pas sûr. Il y a 2 jours, donc le 20 juin, Vladimir Poutine a aussi élaboré sur l'idée que là où un soldat russe pose le pied, c'est une terre qui appartient à la Russie. Selon lui, c'est un proverbe assez ancien, mais ça ne se vérifie pas vraiment, puisque les soldats russes n'ont pas vraiment annexé les Champs-Élysées à Paris en 1815, que je sache. Donc j'avoue ne pas vraiment savoir d'où vient cette expression. En tout cas, on a demandé au président russe si son armée allait prendre Soumy, la capitale régionale de l'oblast du même nom, dans le nord de l'Ukraine, et lui, il a répondu que ce n'était pas prévu, mais ce n'était pas non plus à exclure. Et ça rejoint ce que j'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne,
c'est que les Russes ne s'arrêteront que là où ils seront forcés de s'arrêter. S'ils voient une opportunité de continuer, alors ils le feront, que ce soit en Ukraine ou sur d'autres théâtres d'opération. Mais d'un autre côté, s'ils voient d'autres possibilités de subjuguer toute l'Ukraine, ça leur ira aussi très bien. Et ça, c'est le sens des conditions qui sont énumérées dans le mémorandum que la partie russe a transmis à la partie ukrainienne lors des dernières négociations à Istanbul il y a 3 semaines. Et quand on dit mémorandum, c'est en fait une liste des conditions de la capitulation de l'Ukraine. Cette liste reprend beaucoup des conditions qui avaient déjà été énoncées par les Russes à partir de 2022, et visiblement ils y tiennent mordicus, étant donné que les Américains se sont désengagés du processus de négociation et que les Européens n'ont que timidement essayé de peser dans la balance sans aucun résultat concret. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre la déclaration que Vladimir Poutine avait faite la veille, qu'il était prêt à rencontrer Volodymyr Zelensky pour des négociations. Parce que quand Vladimir Poutine parle de négociations, c'est en fait une discussion sur les modalités de la capitulation ukrainienne. Et de toutes les manières, Volodymyr Zelensky pourrait discuter, mais il ne pourrait rien décider ou signer, puisque Vladimir Poutine le considère comme illégitime. Et du point de vue russe, ça se défend, puisque actuellement, ils n'ont aucune raison qui pourrait les faire dévier de leur chemin. On sait que les avancées russes sur le terrain se font au prix de pertes conséquentes. Il y a le chiffre de 1 million de morts et de blessés qui est évoqué beaucoup ces derniers temps. Moi, personnellement, je m'en méfie puisque ce n'est qu'une estimation. Mais de toutes les manières, on sait que le bilan humain côté russe, mais aussi côté ukrainien, mais là on parle du côté russe, il est conséquent. Et on sait aussi que l'économie russe ne va pas bien, et ça c'est encore la gouverneure de la Banque centrale de Russie, Elvira Nabiullina, qui l'a répété le 19 juin. Mais ce ne sont visiblement pas des indicateurs que le Kremlin prend en compte. Lui, ce qu'il voit, c'est que son armée est toujours à l'offensive sur le terrain, que les Américains ne sont plus dans le jeu, que les Européens sont impuissants. Et d'ailleurs, dans ce contexte, le fiasco du dernier G7 a dû être du petit lait pour les Russes. Et donc, du point de vue du Kremlin, il n'y a aucune raison de changer sa politique dans cette guerre. Alors, comment réagit l'Ukraine par rapport à ça? Eh bien, d'une part, en ne déviant pas non plus de sa propre course, l'armée est toujours en position défensive. Elle recule par-ci par-là face au grignotage russe, mais globalement, elle tient quand même une ligne de front de 1200 km. Et même si l'armée rencontre des problèmes, l'économie rencontre des problèmes, la société est traumatisée, on sait que l'Ukraine va continuer sa résistance face à cette menace existentielle que Vladimir Poutine a encore rappelée, et que cette résistance, elle se fera avec ou sans les Américains. Volodymyr Zelensky est assez ouvert sur le fait que sans les Américains, ça sera extrêmement compliqué, et les derniers signaux sur l'état du dialogue entre Kiev et Washington ne sont pas forcément très encourageants, puisque Donald Trump a snobé Volodymyr Zelensky au G7 en partant juste quelques heures avant l'arrivée de Volodymyr Zelensky alors qu'il était censé le rencontrer en tête-à-tête. On a aussi le média Politico qui révèle que le chef de cabinet de Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, irrite au plus haut point les représentants de l'administration Trump. Et on sait aussi que les demandes répétées des Ukrainiens pour acheter des systèmes de défense antiaérienne patriotes, pour l'instant, restent lettre morte. Et donc pour l'Ukraine, c'est une séquence difficile, qui s'inscrit dans une phase globalement difficile de la guerre depuis déjà 2023. Puisque autant les États-Unis se sont désengagés du processus diplomatique il y a quelques semaines, mais là ce que les Ukrainiens tentent de sauver, c'est quand même une relation commerciale avec les États-Unis, ou encore du partage de renseignements militaires. Et même ça n'est plus acquis aujourd'hui. Et la seule consolation que l'on voit aujourd'hui dans l'espace médiatique, c'est que Vladimir Poutine a rappelé ouvertement à ceux qui l'avaient oublié ou à ceux qui voulaient l'ignorer ses motivations profondes et sa négation de l'existence même de l'Ukraine. Voilà qui donne des arguments à la communication ukrainienne, mais comme on sait, avoir des arguments et une très bonne communication, ça n'est pas suffisant pour gagner une guerre. Voilà, je m'arrête ici, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.